Il y a un dicton que j'aime beaucoup en anglais qui dit One man's meat is another man's poison. Et je trouve que c'est le dicton que toutes les personnes qui travaillent avec, voilà, qui guident un client, un patient sur l'aspect nutritif devraient utiliser. Est-ce que tu sais vraiment comment l'argent fonctionne? Parce que si tu savais, tu ne serais pas là en train de me dire comment ça fonctionne, en train de m'expliquer la théorie. On a la chance, on a le luxe de choisir exactement quel thème on veut développer, sur quel sujet on veut approfondir nos connaissances. Et ça, c'est un luxe. Le corps, c'est simplement la somme totale de ces parties. Et on a la capacité justement d'isoler ces parties. Donc, si on rajoute à chaque fois un peu plus sur chaque partie, eh bien, la somme totale va être améliorée. Tu ne peux pas t'attarder que sur un aspect. J'ai besoin de bien m'entraîner pour bien manger, pour être de bonne humeur, pour ne pas accumuler de frustration et ensuite éventuellement être plus productif. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok Kev, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as mangé pour le petit déjeuner? Moi, c'est le même petit déjeuner depuis des années, ça ne change pas. Moi, je suis une créature qui aime la routine, tu vois. Ouais, j'ai mon petit rituel. Petit déj, toujours le même. J'ai environ 90 grammes de flocons d'avoine, 250 grammes de myrtille, 250 grammes de fraises, 40 grammes de protéines en poudre. Après, j'aime bien faire 3 œufs aussi. Donc voilà, c'est mon rituel. Et toi? C'est le rituel secret. Moi, j'ai mangé les restes d'hier soir. Un petit peu de viande hachée et des fruits. Ok. Ouais, Ah, ça passe ça aussi. Ouais, ça passe. Moi, en général, je mange ce qu'il y a dans le frigo. Je suis pas trop difficile. Des fois, je mange plus tard. Des fois, je mange pas le matin en me levant. Je mange. Si j'ai du temps à midi, je mange à midi. Et des fois, pas le matin. Des fois, c'est le contraire. Des fois, ce matin, j'avais du temps ce matin, donc j'ai mangé. Et là, juste avant de faire le podcast, j'ai mangé une pomme parce que j'avais pas le temps de me poser et de faire à manger. Donc, je mangerai un peu plus tard. Donc, c'est assez variable au cours de la semaine. Ça dépend un peu de mon emploi du temps. Mais en général, je dirais que j'ai 2 gros repas par jour. Et après, le reste, là, ces temps, je suis bien au niveau de nourriture. Donc, comme je t'ai dit, des pommes, des petits trucs comme ça. Quand il y a des chips dans la maison, j'aime bien manger des chips aussi. Ça, c'est dangereux, ça. Il y a des chips de chez Il n'y a Lidl. pas de demi-mesure avec les chips. Il y a des chips de chez Lidl. C'est crack cocaine, my friend. C'est du crack, hein, je sais. C'est pour ça que je touche pas, moi, ces trucs. Parce que j'en prends un, j'ai besoin de ma dose, tu vois. Et le paquet. C'est dangereux, ces trucs. Et le paquet, il est loin, ouais. Ouais, mais je t'ai posé la question. C'était une des petites questions qu'on avait eues sur Instagram. Donc, le petit déjeuner idéal et pourquoi? Donc, si tu devais étendre sur la question du petit déj, toi, tu as partagé ce que tu manges, mais quand tu conseilles ces choses-là aux gens avec qui tu travailles, tes athlètes, tes clients, comment est-ce que tu abordes le sujet de la nutrition? On va commencer avec le petit déjeuner et comment est-ce que tu structures cette conversation? Écoute, moi, c'est une bonne question parce que je pense qu'il y a beaucoup de
de dogma, je ne sais pas comment dire ça, mais beaucoup de on-dit sur comment on devrait manger notre petit-déj, Mm. etc. Si on doit le manger, c'est le plus important, le moins important. Moi, je pense que c'est très individuel. Il y a des gens qui ont un grand appétit le matin, d'autres qui n'ont pas d'appétit du tout et qui ne veulent pas manger. Donc, c'est clair que c'est la première chose à prendre en considération. Si quelqu'un a vraiment faim, c'est mon cas le matin en général. Moi, j'aime manger. C'est vraiment un moment. Moi, j'aime manger de gros repas. J'aime pas prendre de petits repas. Mm. Donc, personnellement, je préfère avoir 3 gros repas et je fais pas de snack entre. Il y a d'autres personnes qui préfèrent avoir des petits repas, voilà, et plusieurs snacks dans la journée. Mm. Donc, vraiment, c'est très individuel, tu vois. Moi, personnellement, pourquoi je le fais? Parce que j'aime bien, je me sens bien, surtout que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir avoir mon lunch. Ouais. Donc, j'aime bien avoir un gros repas. Donc là, c'est là où je pense que c'est important de prendre ton emploi du temps en considération Mm. également et de se dire, OK, voilà, je vais agencer le tout de telle et telle fonction, de telle et telle façon, pardon. Et après, ça dépend de plein de variables aussi, hein. Si j'ai beaucoup mangé la veille, j'ai mangé tard le soir, le matin, quand je me réveille à 5 heures, j'ai pas vraiment faim. Donc peut-être que je vais pas manger ou peut-être je vais me forcer un petit peu. Enfin, ça dépend vraiment. Maintenant, en ce qui concerne le pourquoi ce repas, c'est parce que c'est quelque chose que j'aime. C'est un petit trick que je me fais à moi-même, à mon corps, parce que j'aime bien les trucs sucrés. Voilà, j'aime bien le goût du chocolat, etc. Et Donc, au lieu cheesecake. d'acheter. Tu connais le cheesecake. Bon, le Ah, verdict, parce que tu m'en tu m'en avais il était apporté bon un ou la pas? dernière fois. Ah, Voilà, incroyable, exact. incroyable. Incroyable, voilà, voilà. Je vais pas faire de pub pour le magasin. Peut-être j'ai demandé du sponsoring avant de faire de la pub, tu vois, parce que c'est pas le mien, le cheesecake, malheureusement. Mais, euh, mais ce que je disais, ouais, c'est que pour éviter d'avoir des snacks, moi, j'aime bien avoir un truc qui va essayer comment dire ça, arnaquer, si tu veux, mon corps en lui faisant semblant de manger du chocolat ou un truc qui ressemble à un snack. Donc, c'est pour ça que j'aime bien rajouter justement cette poudre au chocolat, cette protéine. Donc, Mm. j'ai l'apport protéiné pour le matin. J'ai cet aspect sucré avec les myrtilles et les fraises, Mm. en plus de tous les bienfaits de ces fruits-là. Et j'ai quelque chose de consistant avec comment on appelle ça? Les Flocon d'avoine. oats? Non, Flocon d'avoine. flocons d'avoine, voilà. Voilà, flocons d'avoine. Donc, avec toutes les fibres, etc. Donc, j'ai un apport assez complet. Après, j'ai les œufs également pour retrouver les gras, les lipides que j'aimerais avoir également. Et voilà, je trouve que c'est un repas assez complet, ça me satisfait, je suis content, j'ai arnaqué un peu mon système nerveux. Donc, j'ai tous les bénéfices à travers ce petit-déj. Donc, c'est mon petit-déj personnellement. Et chacun doit trouver sa routine, je pense. C'est un peu Mm. ça. C'est un peu ça. Et je pense que chacun doit voir également comment il réagit en fonction de ce qu'il mange. Il n'y a pas Ouais. de repas prédéfini. Ouais, ça, je Ça, c'est pense que c'est important. un aspect de la nutrition qui est encore plus compliqué que celui de l'entraînement. C'est que au Ouais, niveau de l'entraînement, on sait qu'il va y avoir certaines adaptations avec certains stimuli, mais avec ouais, la nutrition, par rapport au microbiome, aux allergies, aux sensibilités alimentaires, ce genre de choses, il peut y exact. avoir plein de paramètres différents et même au cours du temps. C'est un exemple que je donne tout le temps, mais à un moment donné, ma femme, elle était allergique au bœuf. Elle mangeait du bœuf, elle avait des grosses migraines, elle s'est fait tester, prise de sang, et le bœuf, ou la protéine qu'on retrouve dans le bœuf, était la plus réactive dans son test sanguin. Pendant 2 ans, elle n'a pas mangé de Mhm. bœuf. Et fast forward 3 ans après ça, elle a fait une période d'une centaine de jours où elle a mangé que du bœuf, que de la viande. Elle a fait carnivore pendant 3 mois Ouais, et son système fonctionnait. Il a jamais mieux fonctionné que ça, en ouais, sachant qu'elle a des soucis auto-immunitaires également. Enfin, il y a pas mal de ouais, trucs, mais le fait que sur une période de 5 ans, la personne peut passer de être allergique à quelque chose à ne manger que ça, ça te ouais, montre la complexité du système digestif, du côté alimentation. Et que ouais, exact. j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui parlent de nutrition de manière approfondie. Will, si tu nous écoutes, Will Janssens, il est Ouais. absolument incroyable sur ce sujet-là, Mhm. parce que ça va très, très, très loin. Et il faut Absolument. vraiment. Et comme tu as dit, je pense que ce que tu as donné comme base, ça marche très, très bien. Comme tu l'as dit, prendre en compte l'emploi du temps. Ce qu'on oublie toujours de faire, on se dit, ouais, quel plan nutrition Mhm. pour moi? On se dit pas, quel est mon emploi du temps? Qu'est-ce que moi, je Ouais, peux mettre en place? Pareil avec les entraînements. ouais, ouais, Tu peux dire, voilà, faire 7 entraînements par semaine, mais le gars qui a une entreprise à gérer, des enfants, une famille, une maison, ouais. ça va pas se passer. Donc, il faut. C'est pas faisable.
Ouais, il faut prendre le cadre Euh, de départ et après, il faut remplir le cadre avec ça, quoi. ouais, il y a un dicton que j'aime beaucoup en anglais qui dit One man's meat is another man's poison. Et je trouve que c'est le dicton que toutes les personnes qui travaillent avec, voilà, qui guident un client, un patient sur l'aspect nutritif devraient utiliser. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes au niveau de mon système digestif et c'est ce qui Mm. m'a poussé à en apprendre énormément sur la nutrition. On en avait Mm. parlé lors de notre tout premier podcast d'ailleurs. J'avais mentionné certains docteurs avec qui j'ai fait des consultations, avec qui j'ai appris, j'ai fait leur cursus, j'ai fait leur programme de mentorat, etc. Et j'en ai appris énormément. Et j'en ai beaucoup appris justement sur ces intolérances qu'on développe. Les gens ne savent pas, mais moi aussi, j'étais à un moment intolérant à tout. Je ne pouvais plus rien manger. Mm. Et le seul moment où je me sentais bien, c'était quand je jeûnais. Tu vois. Et du coup, par défaut, eh bien, tu commences à te dire, ah, mais en fait, jeûner, c'est bien. Et tu trouves toutes les raisons pour confirmer ton biais de confirmation. Et en fait, non, Confirmation tu ne regardes pas bias, ouais. vraiment. Voilà, confirmation bias. Et du coup, tu te rends compte que en fait, non, tu ne regardes pas vraiment the big picture. Tu vois, c'est pas parce que tu te sens bien sur le moment instantané, sur le court terme, que c'est la solution. Il faut essayer de régler le problème parce que si tu te sens bien uniquement quand tu jeûnes ou quand tu ne manges pas certains aliments, c'est qu'il y a un problème. Et puis, on peut régler ce problème comme tu l'as dit pour ta femme, c'était pareil. Moi, c'était pareil, hein, avec plein d'aliments que je ne pouvais pas manger. Mm. Maintenant, je peux en consommer. Il y en a auxquels je suis toujours fragile. Donc, voilà, c'est là où c'est très individuel. Et je pense que quand il s'agit de nutrition, il faut passer par cette phase d'éducation. Comme ça, chaque personne peut en apprendre plus. Et franchement, ça change la vie. Moi, personnellement, ça m'a changé la vie de ne pas écouter des règles strictes. Et de t'écouter toi-même un petit peu, comme tu l'as dit avant, savoir comment tu réagis 100%. à certaines choses. Ouais. Je pense que et c'est peut-être une. Enfin, ça coule de source, on va dire, à mon avis, quand on en parle comme ça, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui pensent même pas au fait de se dire, voilà, je vais en gros faire un petit N de 1 avec moi-même, même sans être scientifique ou tout est écrit. Non, enfin, c'est l'esprit scientifique, juste avoir Ouais. un regard critique sur les choses et se dire, voilà, je vais Ouais. manger telle chose, j'ai une grosse migraine, j'ai le nez qui coule, je me sens comme de la merde après avoir mangé, qu'est-ce que j'ai mangé? Si je le refais, est-ce que ça se réplique? Et Ouais. ensuite, commencer à se poser des questions par rapport à ça. Mais comme tu as dit, ça demande une certaine conscience et de se poser des Ouais. questions et de refléter sur ce qu'on ressent à l'intérieur. Et si tu es Ouais. juste en auto-mode et que tu vas de l'avant et tu penses à rien par rapport à ce que tu Ouais. ressens, etc., il y a un souci. Ouais, et je pense que voilà, c'est le message qu'on devrait partager. Écoutez-vous, regardez écoutez votre corps, comment votre corps réagit et adaptez en fonction. Et moi, c'est le truc que je propose à chaque client qui se plaignent, tu vois, parce qu'au final, quand ils commencent à suivre des règles strictes, souvent, je parle souvent d'aliments aussi, les aliments sains, parce qu'on Mhm. on catégorise souvent les aliments en tant qu'aliments sains et aliments malsains, et c'est un jeu qui est très dangereux parce que Mhm. on parle souvent des lentilles, par exemple. Les lentilles, c'est sain, manger des lentilles. Il y a beaucoup de gens qui ne digèrent pas bien les lentilles. Alors, ils se forcent à manger des lentilles parce que leur médecin a dit manger des lentilles, c'est bien. Mais au final, tu ne réagis pas bien. Tu es ballonné, tu as des Mhm. gaz, tu n'es pas Mhm. bien, etc. Et c'est juste ton corps qui ne peut pas digérer un aliment qui est entre guillemets sain. Donc c'est très dangereux de catégoriser les choses de manière stricte comme dans le monde de l'entraînement. Ouais, ouais, et encore plus quand on commence à parler de gens qui s'entraînent sérieusement, tu peux pas, Ouais, si tu es un athlète de haut niveau, je pense notamment au CrossFit par exemple, tu peux pas ingérer 6 000 à 7 000 calories par jour en mangeant des patates douces et puis du blanc de poulet. À un moment donné, il ouais, faut faire tomber la pizza. À un moment donné, il y a des choses qui doivent faire partie du ouais, truc. Mais c'est aussi c'est des compétences, des capacités qui sont développées au cours du temps de pouvoir assimiler autant de glucides par repas, par jour. C'est pas des choses qui se font en un clin d'œil. RP Strength, je pense que tu connais, Renaissance Periodization, ouais, ouais, qui font du ouais. super boulot là-dessus pour ceux qui sont intéressés à s'éduquer un petit peu sur la question. Il y a des protocoles derrière, il y a des façons de l'aborder qui sont, on va dire, cohérentes et réfléchies. Et c'est clair que juste de regarder ce qu'un tel mange et se dire, voilà, je veux être comme lui, donc je vais manger comme lui, Ouais. c'est trop simpliste, ça marche pas. Exactement. C'est un jeu dangereux même, je dirais. Ouais, ouais, c'est définitivement un jeu dangereux. Tu parlais avant d'avoir fait des consultations avec des spécialistes dans le monde de la nutrition. Est-ce que Mhm. est-ce que tu fais encore ce genre de choses pour ton éducation à toi-même, en parallèle de peut-être faire des formations, structurer des séminaires, etc. Est-ce que tu vas chercher des experts sur une question ou une autre et tu vas prendre de leur temps, peut-être payer de leur temps pour approfondir certaines questions
qui te sont chers à ce moment-là. Est-ce que c'est une des manières dont tu continues à creuser un petit peu? 100%, j'ai fait ça ces 10 dernières années. J'ai toujours fait ça et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Mm. J'ai de la chance d'avoir des bons mentors, d'où l'initiative moi-même de lancer mon programme de mentorat parce Mhm. que c'est comme ça qu'on apprend. c'est, je raconte souvent l'histoire de moi quand j'étais sur les bancs de l'université où j'étais un peu frustré parce que justement, je voyais les profs raconter des théories sur comment how money works et comment l'argent fonctionne. J'ai dit, mais est-ce que tu sais vraiment comment l'argent fonctionne? Parce que si tu savais, tu ne serais pas là en train de me dire comment ça fonctionne, en train de m'expliquer la théorie. Je le dis souvent à mes clients ou mes élèves ou autres, je dis tout le monde sait conduire une voiture en théorie, mais quand tu Mm. dois te mettre dans la voiture à la conduire, c'est un autre game. Donc c'est là où il faut allier, selon moi, la pratique et la théorie. Et c'est là où l'évidence empirique et les études scientifiques, etc., tout a du sens. Enfin, il faut pouvoir allier le tout, selon moi. Et c'est vrai que rien de mieux que de contacter quelqu'un qui a justement déjà fait tout ce parcours, qui a déjà pu expérimenter le tout sur lui-même, sur des patients, qui a su allier la théorie et la pratique. Et Mm. ça fait gagner du temps, ça fait gagner énormément de temps. Et je pense que c'est quelque chose qui est très sous-estimé. Donc moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. Je vois quelqu'un qui est compétent dans un domaine. Je ne cherche pas à regarder tous les posts Instagram et relire et me dire, ah ouais, j'ai compris ce qu'il disait. Non, je me dis, ah ok, là, il vient de me partager 10% de son savoir, donc je vais contracter cette personne pour en apprendre plus. Et franchement, les gens qui le font avec moi aujourd'hui, je dis, ah ouais, vous êtes intelligent de le faire. C'est ce que je fais au quotidien, c'est ce que j'ai fait. J'ai investi énormément là-dedans. Et à ce jour, je pense qu'il n'y a pas meilleure façon d'apprendre. Ouais, ouais. Et Tu fais la même chose, toi, d'ailleurs. Je te ouais, donne ouais. les kudos pour tout ce que tu fais. Ouais, ouais, je pense que ça. Bah, à l'heure actuelle, il n'y a pas de formation nécessairement qui m'intéresse en tant que telle, de séminaires, de cours en ligne, etc. Et pas mal des choses dans lesquelles je creuse. Il y a pas vraiment de cours qui touchent dessus. Donc, tu es obligé d'aller chercher un chercheur, un spécialiste, des gens qui font ça Exact. depuis pas mal d'années et t'éduquer au travers de ça. Euh, continuant dans la même ligne de pensée, la proportion, on va dire, de ton budget d'éducation pour toi sur une année, comment est-ce que tu vas allouer ton 100% de budget d'éducation en termes de, comme je t'ai dit, de séminaires, de cours en ligne, de consultations directes avec des professionnels ou encore d'autres façons de t'éduquer, toi, en tant que coach? Alors aujourd'hui, je ne calcule plus trop mon budget par rapport à ça, parce que maintenant je suis un peu passé aussi de l'autre côté, si tu veux, dans le sens où je cherche là à partager un maximum tout ce que j'ai accumulé. Mhm. Et je pense qu'après avoir fait ça, eh bien, je m'attarderai sur de la recherche à chaque fois, quand j'aurai plus de, voilà, de motivation, pas motivation, plutôt de… En fait, j'ai toujours recherché à en apprendre plus lorsque j'arrivais à un moment où j'étais bloqué. Donc, Mhm. c'est-à-dire que je n'arrivais pas à répondre à la question d'un client, je n'arrivais pas à résoudre un problème, je n'arrivais pas à ajuster ma programmation de la meilleure des façons. Donc, c'est là où j'allais chercher euh, voilà, à en apprendre plus auprès d'experts dans le domaine. Et là, ça fait un moment que ce n'est pas arrivé au point où j'ai besoin de le faire. Mais ces dernières années, pendant 7 8 ans, j'ai investi, c'est pas le bon terme, pardon, j'ai investi énormément d'argent, énormément d'argent. Euh, je pense que j'ai investi plus que 50K, 60K dans mon éducation. Mhm. À l'époque où on n'avait pas de tous les cours en ligne, moi je devais voyager, je Ouais. devais aller au séminaire, c'est-à-dire que je devais payer mon billet d'avion, je devais aller au séminaire, donc louer un Airbnb, Mhm. voilà, payer tout ça, etc. Sur 2 3 jours, ça me coûtait énormément d'argent, même si le séminaire n'était que de 1000 $ ou 1200 $, peu importe, eh bien, ça revient voilà, à 3000 $. Mais j'en ai énormément appris. Et franchement, c'est le truc que j'aime le plus dans ce métier. J'ai envie de te dire, c'est qu'on a la chance, on a le luxe de choisir exactement quel thème on veut développer, sur quel sujet on veut approfondir nos connaissances. Et ça, c'est un luxe. Parce que c'est un truc qui m'a toujours frustré dans le parcours académique conventionnel, où on nous apprend plein de trucs et au final, 80% des trucs qu'on nous apprend ne servent absolument à rien ou ne nous intéressent pas. Et c'est là où je trouve vraiment intéressant notre métier par rapport à ça.
Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Je pense que tu peux aller creuser dans des domaines qui t'intéressent toi, même si ce n'est pas des domaines conventionnels, même si ce n'est pas des choses dont monsieur et madame tout le monde ont besoin. Mais ça ne change pas le fait que toi, tu peux t'éduquer là-dedans, tu peux te spécialiser, tu peux continuer à t'éduquer. Et je veux revenir sur ce que tu disais par rapport au cycle d'apprentissage où tu vas chercher ces informations, tu vas t'éduquer à des moments où tu en as besoin. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai eu beaucoup de peine au début. C'était parce que tu lis partout que voilà, tous les jours, il faut lire tant de pages, tous les jours, chaque semaine, il faut lire tant de bouquins. Et je me rappelle, il y avait des mois et des mois où, non, moi, j'appliquais ce que je connaissais. Je ne connaissais pas, je connaissais rien du tout, mais je le faisais. J'appliquais ce que je pensais savoir et j'avais aucune envie d'apprendre, aucune motivation à me poser pour lire. Et après, il y avait des périodes de 3 ou 4 mois où tout ce que je faisais, c'était lire. Je lisais 2 ou 3 bouquins par semaine. J'avais quasiment plus envie de coacher mes clients. Tout ce que je voulais faire, c'était m'éduquer. Et j'ai réalisé que je fonctionnais en cycle, en fait. Comme tu l'as dit là, quand j'en avais besoin, je le faisais. Mais quand j'en avais pas besoin, je me forçais pas nécessairement à le faire parce que je sentais que j'allais tout le temps à contre-courant par rapport à ce dont moi j'avais besoin. Est-ce que tu penses qu'il y a ou est-ce que tu as, toi, ressenti cette pression de se dire ah ouais, là, aujourd'hui, j'ai pas appris quelque chose, il faut absolument que je m'éduque, ou est-ce que tu as aussi des cycles comme ça avec lesquels tu travailles? Alors, moi, je pense que les cycles sont nécessaires pour l'apprentissage parce que quand tu vas t'apprendre, tu lis, etc., ben, tu apprends la théorie, mais après, il faut conduire la voiture. Donc, ça fait toujours partie du cycle, en gros. Donc, tu pratiques, tu approfondis tes connaissances encore plus. Et au bout d'un moment, bah, tu arrives à un autre cycle où tu as envie d'approfondir un autre sujet, etc. Donc, je pense que ces cycles, de toute façon, sont nécessaires. Ceci étant dit, c'est vrai que moi, je suis assez, maintenant, un peu moins, mais toujours, je suis obsédé par le savoir, dans le sens où je cherche toujours à apprendre quelque chose de nouveau. Et j'ai une règle d'or, c'est que chaque jour, je dois apprendre quelque chose de nouveau. Mhm. Donc, c'est vraiment, ça peut être un truc bête, hein, je dis toujours. Je donne toujours cet exemple. Si j'apprends que les dauphins communiquent à travers des vibrations, je me dis, ah, je suis allé me coucher, moins bête. Mais c'est une règle d'or pour moi. Donc, pendant longtemps, c'était juste lire des pages avant de dormir. Maintenant, dès que je me réveille, j'écoute un podcast, une vidéo de quelqu'un qui m'intéresse ou un audiobook. En tout cas, je me dis, OK, j'ai fait quelque chose de productif pour la journée et j'ai bien commencé. Et voilà. Et puis après, pour être transparent avec toi, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je suis un peu acharné par rapport à Mhm. ça. Je le dis toujours, j'écoute la musique que quand j'entraîne mes clients parce que voilà, on est obligé de s'entraîner dans un environnement qui voilà, pousse du moins va les motiver à faire quelque chose. Mais autrement, j'ai arrêté d'écouter, alors que je suis un grand fan de musique. Hein. Pour ceux qui savent, je suis un grand fan de hip-hop, etc. Je suis un amoureux même. Mais voilà, j'ai dû arrêter parce que j'ai préféré me dire, OK, je vais être productif à chaque fois que j'ai un temps. Pendant que je voyage d'un endroit ou un autre, eh bien, je vais écouter quelque chose, je vais réécouter quelque chose, je vais relire un truc. Enfin, j'essaie constamment d'être productif et c'est un peu une obsession que j'ai développée. Et je suis content avec ce lifestyle. Mais si un jour j'ai envie d'écouter la musique et je suis là, fuck it, je vais le faire. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Il faut savoir trouver l'équilibre aussi. Ouais, je me rappelle, on en avait parlé sur ton podcast la dernière fois que j'étais passé chez toi, d'ailleurs, le fameux jour du Mhm. cheesecake. Est-ce que tu arrives à gérer cet équilibre-là, justement? On avait parlé de voilà, tout le temps être dans le boulot, au boulot, la tête dans le guidon, et d'avoir de la peine à décrocher un petit peu. Est-ce que ça doit faire un peu plus de 6 mois maintenant qu'on a fait ton podcast? Est-ce que tu Ouais. as changé certaines choses? Est-ce qu'il y a des moments de la journée où tu fais rien, où tu n'as pas de podcast? Parce que ça, je te pose la question parce que c'est un problème que moi j'ai constamment. C'est Ouais. que je suis tout le temps Ouais. on, que j'ai beaucoup de peine à m'arrêter. Mercredi matin, j'ai eu la sagesse d'esprit de prendre une demi-journée de congé et d'aller faire un peu de jardinage avec ma femme, d'aller me mettre au lac. Ça m'a Mm. fait énormément de bien juste de prendre 4 heures où j'ai pas travaillé dans la semaine. Ouais. Mais c'est encore un truc avec lequel j'ai beaucoup de peine. Est-ce que toi, tu arrives à bien gérer cet équilibre-là? Non, franchement, je vais être transparent avec toi. J'ai énormément de peine avec ça, à relâcher la pression. Je travaille tout le temps. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Et c'est vrai que je me sens souvent mal quand je prends un moment pour moi, où je me relâche, etc. Je commence déjà à penser à j'ai pas, je sais que je dois rattraper en fait. Tu vois, je dois catch up le travail que j'ai laissé derrière et ça me frustre. Et tu vois, par exemple, j'ai donné l'exemple de mercredi. Tous les jeudis, je sors un podcast. Et mercredi, donc j'ai décidé d'aller voir un pote.
d'aller boire un café avec un pote. Et voilà, non, je me trompe, c'était ma mère. Je suis allé avec ma mère et j'ai passé l'après-midi avec ma mère. J'ai dîné avec elle et je suis rentré et il était 11 h et j'étais obligé d'enregistrer mon podcast. Après, tu connais, tu dois enregistrer le podcast, tu dois faire l'editing, tu dois le publier, bref, j'ai fini à 1 h 30 et ma copine, elle vient dans la chambre, elle rentre dans mon bureau et elle me dit ça va? Et je dis non, je suis frustré parce que j'arrive pas à tout gérer en fait. Je dois choisir. Soit Mhm. je prends un temps de repos pour moi, soit voilà, soit je travaille et j'ai vraiment du mal à lier les deux. Donc là, je suis en pleine. Là, ça devient encore pire parce qu'à chaque fois, c'est le problème des entrepreneurs aussi. Je suis entrepreneur et je suis passionné et j'ai toujours des idées, j'arrive pas à gérer. Et je sais même pas si c'est un problème qu'on va pouvoir résoudre pour être transparent avec toi. Je pense qu'on est coincé là-dedans et comment tu dis ça? C'est the gift and the curse, tu vois? Ouais, ouais. Le vice de C'est l'entrepreneur. exactement. Et je pense que c'est maladif chez moi. C'est Mhm. maladif et j'en souffre souvent, pour être transparent, parce qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'aime bien être transparent avec nos audiences. J'en souffre souvent. Je suis très souvent anxieux Mhm. de ne pas avoir la capacité de tout faire. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est pour ça que j'aime pas trop cette nouvelle mode de glorifier l'entrepreneuriat. Mhm. Parce que, je le dis souvent, moi j'aurais adoré avoir un 9 à 5 pour être transparent. 9 à 5, je finis, j'ai un petit side hustle qui me permet de voilà, faire 2, 3 investissements et j'ai pas à me soucier. Je peux faire mes happy hours si je veux, tu vois. Mais je n'ai pas tout ça. J'ai pas tout ça. Et donc, ouais, c'est un peu le problème de l'entrepreneur, je pense. Et tous les coachs doivent être entrepreneurs à un certain niveau. Ouais. Donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. J'arrive Ouais, pas à gérer pour l'instant. je pense que tu as raison de dire qu'on n'en parle pas assez. Moi, c'est une chose avec laquelle j'ai eu beaucoup de peine pendant très longtemps. Transition difficile en revenant du Canada, simplement parce que ma femme travaille pas à l'heure actuelle. Ça fait 2 ans et demi depuis qu'on est arrivé en Suisse, de par ses soucis de santé, etc. Donc, faut tenir la maison, faut payer les factures, faut faire le boulot. Ouais, Après, faut passer du temps avec la famille. Et après, faut essayer de prendre soin de soi, même si prendre soin de soi, ça ouais, devrait prendre précédence sur les autres choses, sur le travail ouais, notamment. Mais ça, ouais, voilà, on est toujours ouais. les cordonniers. Enfin, moi, en tout cas, je suis un cordonnier qui a été assez mal chaussé pendant une bonne partie de temps. Après, voilà, on a bossé ensemble, on a pu débloquer 2, 3 trucs et là, ça va de mieux en mieux. Mais c'est vrai que si je prends pas du temps pour aller marcher, moi, je sais que marcher, ça me fait du bien. Mais il faut pas Ouais, que je prenne pareil. mon téléphone parce que j'aime bien marcher pendant 1 heure et puis je me dis, allez, je peux enregistrer 5 vidéos. Mais j'essaie d'aller marcher, aller me mettre au lac, aller nager un petit peu, ça fait du bien. Passer Ouais. du temps dans le jardin avec ma femme, ça me fait du bien aussi, même si c'est quelque chose que j'ai résisté pendant très longtemps. Toi, est-ce qu'il y a des activités de chill que tu sais te font du bien, que tu fais pas assez souvent et que tu aimerais faire plus? Franchement, moi, j'adore m'entraîner. Et je suis frustré quand je peux pas m'entraîner. Et Mhm. là, j'ai décidé de m'entraîner au moins 6 fois par semaine. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais m'entraîner 7 fois par semaine, au moins 1 fois par jour. Mhm. Parce que j'ai remarqué que c'est que là où je me sens bien. Alors, je sais pas si c'est le fait de me dire, je prends un moment pour moi. Et ouais, c'est juste que j'aime m'entraîner. C'est vraiment mon moment à moi. J'aime ça. Et j'ai l'impression, j'accumule vraiment cette frustration quand je peux pas le faire. Donc, moi, dorénavant, j'ai envie d'en faire une priorité. Ces derniers mois, j'ai laissé ça de côté. On peut toujours s'entraîner, hein, parce que je les connais, les motivateurs à 2 balles qui vont dire non, mais il faut t'entraîner, blablabla, tous les jours. Ok, ok, son. Donc, l'idée, c'est que ouais, j'ai envie d'en faire une priorité. J'aime beaucoup marcher aussi. J'adore profiter du soleil. C'est Mhm. vrai que des fois, c'est frustrant aussi ici parce que le soleil, il est là. Tu dis, ah, est-ce qu'il va être là demain? Je ne sais pas. Donc, je dois aller Cet profiter, été, mais c'est tu peux compliqué pas. en Suisse. Cet été, c'est Cet, compliqué. cet été, c'est vraiment compliqué ici. Mais ouais, je pense que c'est important. C'est important de, voilà, d'être une priorité. Parce qu'on Mhm. le dit souvent à nos clients aussi, nos clients qui travaillent énormément. Et je le vois, ça affecte ma santé, ça affecte ma productivité. Quand je prends le temps pour moi, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus productif. Je m'aime plus, j'aime mon corps, je me sens bien, je Mhm. mange bien. Et j'ai remarqué qu'en fait, c'est une espèce de boucle, c'est une chaîne en fait. Tu vois, tu peux pas t'attarder que sur un aspect. J'ai besoin
bien m'entraîner, pour bien manger, pour être de bonne humeur, pour ne pas accumuler de frustration et ensuite éventuellement être plus productif. Donc dorénavant, j'ai envie d'en faire une priorité vraiment. Maintenant, je vais te challenger là-dessus. Est-ce que, au-delà de l'entraînement, vu que c'est déjà le monde dans lequel on vit et on travaille, au-delà de Ouais, l'entraînement, est-ce qu'il y a d'autres activités? Tu as parlé un petit peu de la marche. Est-ce qu'il y a d'autres choses ouais. qui sont absolument pas liées à tout ce que tu fais au niveau fitness ou entrepreneuriat? Mm, mhm, Euh, un instrument, un art ou quelque chose comme ça, mm. ou d'autres passe-temps qui sont pas du tout reliés à ça? Écoute, moi j'aime alors moi j'aime beaucoup lire, j'aime lire. Si j'ai le temps de me poser et de lire, j'aime bien. J'aime la danse. Malheureusement, j'aimerais pouvoir faire plus de classes de danse et participer à des événements. Mhm, J'ai pas trop le temps de le faire, ou du moins, j'en ai pas fait une priorité. mhm, Et voilà, j'aurais aimé faire plus de danse et juste passer des moments avec des potes. Des fois, je prends 2 heures, je reste avec des potes, je me dis, ah, c'est trop bien. Alors qu'en fait, c'était le truc normal. Je me dis, ah, c'est trop bien ça, les gars, il faut qu'on fasse ça plus souvent. Il me dit, ah, mais Kev, t'es tout le temps busy. Et je dis, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'adore passer un moment mhm, avec mes potes et avec la famille aussi. J'aime bien. J'en fais une priorité. Ça, c'est mon truc tous les dimanches. mhm. J'aimerais le faire plus souvent. Mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer mon temps. Et ce que j'aime bien faire, c'est ça, en fait. Passer du temps avec les gens que j'aime, c'est mon passe-temps préféré après le sport. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, j'aime ça et je sens que c'est. Alors, en tout cas, pour moi, je pense que c'est des habitudes déjà que. Enfin, moi, j'adore passer du temps avec les gens, comme tu as dit, passer du temps avec les potes, passer du temps avec la famille. Mais avec la dynamique de ces 2 dernières années, je sens que c'est plus autant une priorité que. Ou ça a été mis un petit peu de côté de par le fait que ça a été obligatoire d'être mis de côté pendant un petit moment. Et est-ce que tu penses que les gens, ils ont, de manière générale, parce que si je parle pour moi, je dirais que j'ai moins le réflexe d'aller appeler un pote, de dire ah ouais, qu'est-ce qu'on fait ce week-end ou de prendre une soirée pour le faire, alors qu'avant, peut-être j'aurais eu plus d'entrain à le faire ou plus l'habitude de le faire. Mais avec tout ce qui s'est passé ces dernières années et demie, je sens qu'il y a moins cette initiative d'essayer de passer du temps avec les gens du fait qu'on ne pouvait pas pendant si longtemps. Est-ce que tu sens ça aussi ou est-ce que pour toi, c'est revenu à peu près à la normale de ce côté-là? Et pour les gens de manière générale, qu'est-ce que tu penses? Non, moi, c'est toujours pas normal. Hein. J'en fais vraiment pas une priorité. C'est vrai. Donc, j'ai pas. Parfois, si j'ai un moment de libre, on a un groupe WhatsApp avec mes potes et puis je texte simplement, les gars, quelqu'un est libre? Ah non, travail, travail, travail. Ok, bah, travail pour moi aussi. Et du coup, en fait, ce qui se passe, le vrai problème, c'est qu'avec notre emploi du temps, on est souvent libre quand les autres ne le sont pas et Hmm. vice-versa. Du coup, on est un peu coincé et voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer à ce niveau-là et je devrais en faire une priorité. Je le dis souvent avec mes potes et ceux qui ont l'occasion et qui vont écouter ça, euh, d'en faire une priorité, de se dire, OK, toutes les semaines, je sais pas, j'ai ma sortie avec mes potes. Je le dis souvent avec mes potes, hey, pourquoi tous les samedis, on devrait se faire un foot ou un basket? Et c'est dans notre agenda, en fait. Hmm. Et je me rends compte qu'en fait, c'est le seul moyen de faire les choses, parce que c'est de le mettre dans L'agenda, ton agenda. Tu dois l'agenda, l'agencer. l'agenda est roi. Exact. Il y a un truc que j'aime beaucoup de Jordan Peterson, justement, il dit ça. Il Hmm. dit que tu veux faire en sorte de transformer ton agenda de façon à ce que ça devienne ton ami et pas ton ennemi, en Hmm. gros. Que tu ne Hmm. sois pas en train de courir derrière tes rendez-vous, etc., mais que tu agences les choses de la façon dont tu le souhaites. Comme ça, tu peux tout faire et ton agenda, voilà, c'est pas une source, ça ne devient pas une source de stress. Est-ce que tu as des stratégies de ce côté-là sur comment tu organises les choses? Est-ce que tu as des blocs de temps dans la semaine que tu essaies de garder ouverts pour certaines activités? Tes entraînements, est-ce que tu les places là-dedans aussi? Comment est-ce que tu gères ton agenda au quotidien? Oh boy, j'aurais aimé te dire oui, c'est comme ça, mais c'est très compliqué. Donc, je vais un peu avec le flow. Je vais un peu avec le Mm. flow ces temps. J'aimerais essayer voilà, d'agencer le tout de la meilleure des façons dans un futur proche. Mais pour l'instant, quand j'ai un moment libre et que je ne suis pas en train de travailler, d'étudier, construire un truc, eh bien, je vais m'entraîner. Aussi simple que ça. Et quand je reviens, je retravaille. J'essaie simplement de combler les gaps du mieux que je peux et voilà, j'ai pas d'agenda fixe, mis à part le rendez-vous le dimanche soir sacré qui est mon repas de famille. Autrement, j'essaie d'être assez flexible. Et voilà. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais ne plus travailler l'après-midi.
Voilà, c'est un peu mon but, Ouais. mais on verra où ça. Après, je pourrais le faire hein, si je veux, en toute transparence, mais on en veut toujours plus. On en veut toujours plus et c'est un cercle vicieux, quoi. C'est définitivement un cercle vicieux. Je regardais la semaine prochaine, j'ai mon petit mercredi matin qui est libre pour l'instant. Euh, Un client qui m'a dit ouais, est-ce qu'on peut bouger la séance de mardi? Je regarde le mercredi matin, je dis il faut vraiment que j'essaie de le garder libre. ouais, Donc bah the struggle is real, c'est tous les jours et il faut qu'on continue à essayer de travailler là-dessus. Autant toi que moi, ouais, à donc c'est fond, bien. Ça, je sais que à je suis pas fond. tout seul là-dedans. Et pour ceux qui Ah, nous t'es pas écoutent, vous seul. n'êtes pas tout seul non plus. Exact. Parlant de tes entraînements un petit peu, donc là, tu t'entraînes un petit peu plus que peut-être ce que tu as fait Ouais. dans les mois précédents. Comment est-ce que tu structures ton entraînement? Est-ce que tu as des objectifs précis ou est-ce que, vu toute l'expérience que tu as et toutes les compétences que tu as développées au cours des années, est-ce que tu vas un petit peu freestyle, pas complètement freestyle, mais on va dire que tu te gères un petit peu à la semaine et en gros, tu arrives à garder assez de lignes directrices en tête pour ne pas Ouais. devoir tout noter sur papier. Comment tu fonctionnes? Voilà, je n'ai pas tout sur papier. J'ai une ligne directrice. Donc, je sais comment j'organise ma semaine, ce que je dois faire dans la semaine et quelles sont les priorités si je venais à m'entraîner moi, éventuellement. Hmm. Donc, c'est un peu ça. Si je m'entraîne tous les jours, c'est marrant, c'est le sujet de mon, mon dernier podcast. Mais en gros, j'essaie de simplement organiser de la meilleure des façons la façon dont je vais gérer mon volume et mon intensité de travail. J'ai pas de but précis en ce moment. Mon but, c'est toujours de maintenir mon côté athlétique, éventuellement de le développer de façon minimaliste, j'ai envie de dire. Et donc, c'est quelque chose que je garde toujours en tête et j'essaie de maintenir ce que j'ai. Donc, maintenir mes qualités athlétiques, maintenir ma mobilité, ma flexibilité, etc. Donc, j'essaie de faire toujours la dose minimale pour le côté maintenance et Mhm. un petit peu plus sur le côté développement. Donc, c'est comme ça que je vois le tout. J'organise la semaine de façon à avoir des jours où je stimule, des jours où je maintiens, donc avec intensité modérée, on va dire, toujours un peu plus du côté stimulation, si on veut, et des jours à basse intensité que je garde au cas où, justement, je venais à faire plusieurs sessions sur les mêmes tissus, afin qu'ils venaient à stresser les mêmes tissus, ou si tout simplement je suis un peu plus fatigué et j'ai pas vraiment assez de jus. Donc, c'est là où je vais utiliser quelque chose avec intensité assez basse, une session assez rapide, et je suis content. Je suis pas frustré. J'ai fait une session rapide, je me sens bien, et je continue à faire des gains, parce qu'au final, c'est ça, gains, all day, Gains. baby. Gains. Hey, c'est ça. Donc, Tu peux nous donner ça l'exemple ressemble à ça, ma semaine. d'une de tes petites séances de basse intensité, comme tu as dit, quand tu es peut-être un peu fatigué ou quand tu n'as pas Ouais. énormément de temps, qu'est-ce que tu vas mettre en, qu'est-ce que tu vas Mhm. prioriser même dans un contexte de basse intensité? À basse intensité, ce que je vais chercher, c'est de pump. Je vais, euh, je vais travailler avec, répétition élevée. Hmm. Donc, je vais travailler avec du 12 plus répétitions en général, donc la charge appropriée pour cet rangé. Et voilà, je cherche à bouger de manière contrôlée. Je vais juste chercher la congestion musculaire vraiment. Je ne vais pas faire énormément de séries. Moi, j'aime bien séparer mes sessions. J'ai un split qui est upper body, lower body, en Mhm. gros. Donc, si je fais une session haut du corps, je vais simplement faire un premier set push and pull. Ensuite, je vais travailler peut-être sur les parties accessoires, biceps, triceps, un peu d'épaule. Hmm. Voilà, éventuellement, si je travaille avec une autre angulation pour le push and pull, si je la sens bien, mais pas beaucoup de volume, peut-être je vais faire quelque chose de décroissant, par exemple 3 séries sur un premier push and pull, 2 séries sur un deuxième push and pull avec un autre angle, ensuite sur une partie accessoire, 2 à 3 séries, 2 à 3 séries sur la dernière partie, et voilà, ça me permet d'aller relativement rapidement dans Hmm. l'entraînement. J'ai pas besoin de prendre autant de temps de repos entre les séries. In and out, je suis congestionné, je suis content. C'est plus une session axée de type bodybuilding. Je n'ai Mhm. pas trop stressé mon système nerveux. Et je pense que c'est la façon la plus smart d'agencer mon entraînement dans ces conditions-là. Et en parlant de stimuler le système nerveux, on a vu sur les réseaux que tu fais un petit peu plus de travail de sprint ces temps-ci. Donc, tes Ouais. séances de vitesse, comment est-ce que tu les organises et comment est-ce que tu les progresses Mhm. chaque semaine? Alors, mes séances de sprint, en général, j'essaie de les faire en début de semaine. Moi, j'adore faire ça le lundi.
Et si j'ai la possibilité de le faire à l'extérieur quand il fait beau, ce qui est arrivé 3 fois cet été, eh ben, je le fais. En général, je commence l'organisation, eh bien, je commence par m'échauffer. Ensuite, je fais un échauffement dynamique. Je fais un peu de travail d'isolation pour stimuler, oxygéner les muscles que je vais solliciter. Mm. Euh, Mollets, extenseur de la hanche, etc. Ensuite, je fais un peu de pliométrie à basse intensité. Je travaille sur cette capacité élastique. En général, je prends 5 minutes au total en travaillant sur ça, en rajoutant quelques drills de course. Mm. Et ensuite, c'est là où je rentre du travail de sprint. Alors, si j'ai la possibilité de le faire 2 fois dans la semaine, il y a un jour où je vais m'attarder plus sur l'accélération. Donc, c'est là où je vais travailler sur 30 mètres, par exemple, en essayant de garder une bonne technique, en essayant de pousser le plus fort possible. C'est là où je suis le moins compétent, moi, personnellement, Mm. sur l'accélération. Donc, c'est ce que j'aimerais améliorer. Et ensuite, si j'ai la possibilité de le faire un deuxième jour, je vais essayer de rentrer du 100 mètres. Je vais essayer de courir sur 100 mètres. Ça dépend de la disponibilité de l'endroit où je vais être, 60 mètres à 100 mètres. Ensuite, c'est là où je vais passer sur, si j'ai la possibilité de retourner en salle de sport, c'est là où je vais utiliser mon main lift. Mm. Euh, et ensuite, je vais combler avec du travail un peu accessoire en isolation. C'est comme ça que j'aime progresser le tout. Éventuellement, je finis avec un peu de travail sur la sangle abdominale. C'est un peu la structure que j'aime suivre. Ça me permet de travailler sur cette globalité. Ça me permet de développer plusieurs qualités athlétiques. Et voilà, c'est un bel entraînement euh, axé sur la performance. Mm. Éventuellement, ça peut m'arriver aussi de finir avec du cardio à basse intensité, on va dire. J'aime bien finir mes sessions parfois avec ça. Si j'ai encore un peu de jus dans les jambes et je sens pas que mes genoux sont un peu achy ou mes tendons d'Achille. Mm. Donc, c'est un peu comme ça que j'organise mes sessions. Ce qui est compliqué pour moi, c'est de mesurer le progrès parce que quand tu es tout seul, c'est très compliqué. Mm. Donc, je fais pas trop attention à ça. J'essaie de filmer, m'attarder sur les formes, les positions de départ, etc. Voir si j'améliore ça. J'essaie de comprendre un peu pourquoi peut-être j'ai une flexion de hanche un peu moins bonne sur certaines foulées. J'essaie de comprendre un peu euh, si je suis plus limité au niveau de production de force sur une jambe plutôt qu'une autre jambe quand je regarde les vidéos. C'est un peu le seul travail d'analyse que je fais. J'ai skippé une partie. Après les sprints, j'aime bien faire des sauts aussi. Mm. Donc, les sauts, soit avec des pas arrêtés pour travailler sur mon effort max, soit toujours en travaillant en combinant un peu les deux, cette capacité élastique. En général, je prends un appui et ça me permet d'avoir le juste milieu entre travailler sur un départ arrêté et rajouter cette composante élastique. Donc, c'est un peu ce que j'aime faire avant de passer au poids externe. Mm. Et voilà, et c'est bien parce que j'ai posté ça récemment parce que je trouve que quand il fait beau, il faut profiter. Et c'est une bonne façon de travailler sur son entraînement bas du corps. On construit du muscle de la même façon. Et en plus de ça, on développe des qualités athlétiques. Donc pour moi, on a tout ce qu'il faut, quoi. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Ouais, ouais, non, je suis d'accord avec toi et c'est intéressant la façon dont tu as décrit ta progression, échauffement, plio extensive, les sprints, soit Ouais. accélération, soit vitesse max, des sauts derrière, ensuite les poids, ça suit exactement le même cheminement que j'utilise quand je travaille avec l'équipe de rugby notamment, on va dans ce sens-là. On n'a malheureusement pas Mhm. accès à la salle de sport, donc on ne va pas faire les poids derrière, mais ensuite on va faire Ouais. le reste de la séance. Mais commencer avec ces éléments-là, la plio extensive qui, à mon avis, est donc la plio de basse intensité, des skips, des bounds, des hops, des choses très très simples, mais qui, Exact. s'ils sont faites bien sur une longue période de temps, développent justement, comme tu as dit, ces qualités élastiques de manière assez incroyable. Et c'est vraiment une Ouais. histoire de temps. Je me rappelle, c'était 2 saisons en arrière, le coach des trois quarts à Nyon qui vient vers moi en janvier et qui me dit « Putain, Sean, les joueurs, ils sont vachement dynamiques là sur leur départ. Qu'est-ce que tu as fait avec eux ces 3 dernières semaines ?» J'ai dit « Non, ça fait 6 mois qu'on fait des gammes athlétiques 2 fois par semaine pendant 10 minutes. »
Et il n'y a, Ouais. y a pas de miracle, en fait. C'est pas ce que j'ai fait les Non. 3 dernières semaines. C'est ce qu'on a construit sur l'année. Et c'est ça qui a fait la différence. Mais voilà, c'est du travail qui n'est pas toujours… c'est pas chiant parce que tu peux bien sûr le rendre intéressant, amener des variations. Mais c'est du travail qui doit être fait à chaque fois. C'est un peu comme tu parles, toi, de travail de maintien. Si tu ne le fais pas, tu vas perdre ces qualités-là. Et surtout, si tu ne Ouais. développes pas des petites choses qui ne sont pas les gros exercices flashy que les gens aiment voir ou que les gens aiment faire, mais ça fait partie vraiment de la fondation sur laquelle ensuite le sprint va s'élaborer. Tu as parlé de ce que tu fais en salle après, potentiellement après tes entraînements de sprint. À ton avis, quels sont les entraînements accessoires bas du corps qui sont les plus négligés de manière générale? Les entraînements ou les exercices accessoires, Les tu veux dire? exercices Donc, accessoires. ouais, moi, je pense que il y a une mauvaise, on a créé une mauvaise réputation sur autour des exercices d'isolation. Mm. Tu vois, par exemple, les leg extensions, euh, les leg curls, les, ce qui est- Mais c'est pas fonctionnel, Kevin, c'est pas fonctionnel. Exact, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est ce monde du fonctionnel. Et ça me fait rire. En fait, les gens pensent, ou ces gens experts de l'entraînement fonctionnel pensent que le corps est bête, en fait. C'est-à-dire que si tu fais du leg extension, ton corps, tout d'un coup, il va plus savoir comment se déplacer sur le terrain en allant en arrière. Et ça, ça me fait extrêmement rire. Donc, non, ça, c'est vraiment négligé selon moi. Il ne faut pas oublier que le corps, c'est simplement la somme totale de ces parties. Et on a la capacité justement d'isoler ces parties. Donc, si on rajoute à chaque fois un peu plus sur chaque partie, eh bien, la somme totale va être améliorée. Pour moi, c'est du sens commun et voilà, il faut pas aller plus loin avec ça. Donc, je pense que le travail d'isolation, c'est le travail qui est le plus négligé dans le monde de la performance, je dirais, à cause de tous ces mythes autour de ce qui est fonctionnel et ce qui n'est pas fonctionnel. Et souvent, ce sont des facteurs limitants chez certaines personnes. Donc, il faut se dire, surtout, c'est ce que j'explique souvent, c'est que le corps va trouver le meilleur moyen de faire le mouvement. Okay. Et s'il y a une des pièces du mouvement qui ne peut pas participer de la meilleure des façons, eh bien, le corps va détourner le tout. Alors, si on continue à pratiquer le mouvement parce que c'est fonctionnel, parce qu'il n'y a que le mouvement qui est fonctionnel, eh bien, on n'aura jamais la capacité d'identifier et ou de travailler sur le facteur limitant. Donc, c'est là où c'est intéressant de rajouter du travail d'isolation. Donc, moi, je suis un grand fan. Je dis toujours que si je devais avoir une machine dans une salle fonctionnelle, ce serait la machine de leg extension. Moi, personnellement, j'adore. Et ce qui est bien avec les leg curls aussi, c'est que ça nous permet de travailler dans différentes positions avec flexion de hanche ou alors avec extension de hanche, qui les deux sont très importantes dans le sprint. Et voilà, donc ça, je pense que ce sont les parties les plus négligées et que j'invite tout le monde à faire de toute façon. Et le corps n'est pas bête. Le corps n'est pas bête, les amis. Ouais, c'est un peu comme si la loupe elle était coincée sur une seule dimension ou un seul niveau de perspective, le corps entier, tout fonctionne ensemble. Mais Ouais, on peut regarder au niveau local, bas du corps, on peut regarder au niveau très très isolé, un groupe musculaire à fond. par rapport à un autre. Et il faut qu'on apprenne en tant que coach en gros avoir la loupe sur le niveau qui correspond à la chose qu'on essaie de régler ou à l'adaptation qu'on essaie de générer ou comment régler ce Exact. problème-là. C'est pas toujours au niveau du corps complet, c'est pas toujours au niveau du groupe musculaire, c'est pas toujours au niveau local. Il faut savoir jouer Exact. entre ces différentes perspectives et pas être coincé sur une seule loupe, quoi. Ouais, à fond. Et je pense que c'est le truc à garder en tête. Si on garde cette vision-là du corps, euh, je pense on peut que faire du progrès. On peut que faire du progrès, même si on n'arrive pas à identifier exactement le facteur limitant. Si on améliore toutes les parties, on est dans une meilleure direction. On va dans une meilleure direction. Et ça, c'est le truc à garder en tête. Surtout si on n'a pas la possibilité, par exemple, de faire certains testings physiologiques comme tu le fais, eh bien, je me dis, hey, bah, je vais arroser toutes les plantes, quoi. Check the boxes. Ouais, ouais, ouais. Voilà, check the boxes. Et au final, ça va marcher. Et pour Ouais. rebondir, je voulais rebondir juste sur les low-level pliers, extensive pliers Mhm. qu'on a mentionné. Toi qui as constaté le progrès avec tes athlètes, c'est intéressant parce que
aujourd'hui, on est un peu perdu à vouloir faire des sauts, de la pliométrie, des trucs de malade où on fait des depth jump, alors que la plupart des gens n'ont pas la possibilité de faire ça. C'est très risqué. Ne Et c'est là devrait où on pas. Ouais. calcule aussi exactement. C'est là où on calcule le ratio risk-reward, risque et récompense. Mhm. Et les low-level players, ça va vraiment développer cette capacité élastique qui va être nécessaire dans les changements de direction, sur du sprint, etc. ou autre. Et le risque est très bas. Et c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement. Mhm. Moi, j'ai remarqué il y a quelques années, en travaillant avec des footballeurs et des basketteurs, je voyais la différence, euh, la différence de capacité athlétique qu'ils avaient. Par exemple, les basketteurs avaient beaucoup moins de capacité à produire de la force en départ arrêté qu'un footballeur, Mhm. tu vois. Mhm. Mais ils sont beaucoup plus élastiques parce qu'ils font que ça. Et ils font pas de depth jump, tu vois. Ils font que plein de sauts, plein de sauts, plein de sauts, plein de sauts, et ils rebondissent un peu comme des balles de basket. Mhm. Et quand j'ai analysé ça il y a quelques années, je me disais, ah ouais, en fait, il faut vraiment apprendre à combiner les deux. Et c'est extraordinaire. Donc, s'il y a les coachs qui vont écouter ça, je pense on est en train de passer des secrets encore. Voilà. Donc, Et surtout, si tu regardes les athlètes, suivant le poids de l'athlète, tu peux pas faire du bounding jumps avec un pilier qui fait 120 kilos. Tu vas lui ruiner les jambes, tu vas lui ruiner tout ce que tu peux lui ruiner. Il faut être cohérent. Quand tu regardes des sprinters qui font ce genre de travail, de bounding, de niveau très avancé, de la plio de niveau avancé, c'est des gars qui font 60 kilos, 70 kilos tout mouillé. C'est des gars qui passent leur journée à développer ces qualités-là sur des années et des années de travail. exact. Ben the Bounce, allez voir ce qu'il fait sur son Instagram. Il fait partie de l'équipe d'Angleterre de bobsleigh. C'est un gars qui est dans le sprint et dans la plio et dans le travail explosif et de puissance depuis plus d'une décennie maintenant. Et tu développes pas des choses comme ça en 2 jours et se dire que tout le Non. monde devrait faire des plios, des depth jumps, comme tu as dit, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on va blesser des gens et comme tu as dit, on peut avoir un stimuli qui est bien moindre avec des adaptations qui sont absolument positives et bénéfiques. Comme tu as dit, minimum effective dose, ça revient assez souvent dans tes différents discours avec moi au niveau de la mobilité, avec d'autres choses que tu dis aussi. Et je pense que c'est un bon point de départ. Ça ne doit pas être la philosophie de A à Z, mais c'est un très bon point de départ de se dire voilà, on va faire avancer les choses, mais il n'y a pas besoin de surcharger le système juste parce qu'on peut le faire. C'est facile de lancer, c'est facile de tout lancer contre le mur et regarder ce qui tient, mais c'est savoir utiliser la bonne dose au bon moment qui fait la différence entre on va dire un coach moyen et un coach de haut niveau. Kev, dernier sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est ton programme de mentorship qui commence bientôt, si je ne m'abuse. Yes. Donc, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, je crois qu'il est complet ou il reste une place encore? Il est complet là. Ah, il est complet. Il est Il est complet. complet. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez un message à Kevin. Il vous mettra sur liste d'attente pour la prochaine. Peut-être. Exact. Je suis assez faible, moi, qu'il ne me fasse pas les yeux doux. Tu sais, s'il te plaît. Je dis, allez, c'est bon, allez. Allez, les gars, allez. Ouais, un de plus. Pourquoi quels sont les éléments que toi, tu as inclus dans ce programme de mentorat que toi, tu n'as peut-être pas retrouvé dans les différents programmes ou cursus que tu as suivis étant plus jeune dans ta carrière de coaching? Écoute, moi, ce que j'ai voulu chercher, ce que je cherche à faire avec ce programme de mentorat, c'est, si tu veux, c'est de créer un système, ou plutôt d'enseigner un processus de pensée en, en organisant, si tu veux, chaque partie qui est nécessaire pour être un bon coach, selon moi. Mais j'ai cherché à organiser le tout. Donc, l'idée, c'était, moi, j'ai à chaque fois, en tant que coach, durant mon apprentissage, j'ai dû sonner aux portes de certains experts et j'ai toujours eu des informations un peu en isolation. Donc là, ce que j'ai dû faire avec le temps, c'est organiser toutes ces informations de façon à construire le puzzle complet. Et voilà, c'est ce que je cherche à offrir aujourd'hui, c'est offrir le puzzle complet. Je veux permettre au coach de connecter toutes les informations de façon condensée, en enlevant également tout ce qui est, selon moi, inutile pour un coach, un préparateur ou même un thérapeute. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas nécessaires pour ce qu'on fait. Donc, j'ai envie de condenser le tout et de proposer le tout de manière organisée. Et comme ça a l'air simple à dire, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'en réalité. Parce que j'ai accumulé énormément de savoir
Et là, du coup, je dois organiser le tout et me dire, OK, c'est comme ça que je le fais en pratique. Moi, je le sais, j'ai organisé le tout, si tu veux. Mon corps sait organiser le tout, mais après, le poser sur papier, sous présentation, etc., c'est autre chose. Donc, c'est vraiment ce que j'ai voulu offrir. Voulu offrir aussi toutes les réponses euh, aux questions que je me suis posées en tant que coach à chaque fois que j'ai atteint ce niveau de blocage où j'ai dû aller me renseigner, etc., aller chercher plus loin. Eh bien, j'ai voulu répondre à ça également parce que je sais que d'autres coachs vont faire face aux mêmes problèmes. Et s'ils n'ont pas encore fait face à ces problèmes-là, eh bien, ils auront déjà un temps d'avance. Donc ça, c'est ce que j'ai voulu proposer. Et une grosse partie également euh, dans mon programme de mentorat qui est axé sur le développement de son business, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas du tout. Et moi, j'ai de la chance aujourd'hui de vivre aisément de mon métier. Je dirais que je suis assez successful. Et, euh, et voilà, j'ai envie que d'autres coachs le soient également, parce qu'on n'en parle pas assez, mais beaucoup de coachs voilà, qui triment, hein, qui galèrent. C'est pas facile, c'est pas un métier facile. Et je pense qu'on doit développer cet aspect entrepreneurial. On doit développer différents aspects qui sont nécessaires pour être un coach d'élite, mais qui peut vivre de sa passion. Parce que je dis toujours, un bon coach qui est broke, qui est fauché, c'est pas un bon coach. Ça marchera pas pour lui. Au bout d'un moment, il devra changer de carrière, etc. Et je le vois et c'est malheureux. Je vois des coachs qui sont qui sont des bookie trainers qui apprennent tout, qui connaissent toute la science, mais qui malheureusement ne savent pas la communiquer, ne savent pas la vendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre également, quelque chose qu'on doit aborder. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on aborde nulle part. Et j'ai voulu aussi présenter le tout de façon à me détacher de quelconque système. Moi, je vais être marié à aucun système. Je veux permettre aux coachs de développer leur propre système d'entraînement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Donc, voilà pourquoi je vais leur présenter la théorie, la façon dont moi, je vois les choses, mais toujours en leur disant qu'ils vont apprendre à créer leur propre système d'entraînement. Ouais, je pense que tu as absolument raison. Et pour ceux qui ne sont peut-être pas intéressés, un petit message d'encouragement pour ceux qui ne sont pas intéressés au côté business, au côté entrepreneurial, mais qui veulent être coach et qui veulent aider les gens. Bah, comme a dit Kevin, si tu n'as pas ce qu'il faut pour rester dans le métier pendant 10, 15, 20, 30 ans, tu n'auras pas la possibilité d'aider ces gens-là. Et donc, ce qu'il faut pour pouvoir perdurer, c'est avoir des bases solides au niveau financier, au niveau structurel, au niveau administratif, au niveau légal. Comme tu as dit, des choses qu'on ne nous enseigne pas, ou en tout cas pas assez tôt, et pas assez bien, et pas assez en détail. À mon avis, c'est des choses qu'on devrait tous apprendre à l'école. Et parce que c'est des petites choses fondamentales de la vie, mais comme on en a parlé plusieurs fois ensemble, c'est pas des choses qu'on apprend partout. Il y a des gens qui sont nés dans certains milieux qui font qu'ils ont accès à ces informations, ça fait simplement partie de leur culture. Il y en a d'autres où ça le fait pas, et je pense que c'est vraiment super de pouvoir communiquer ça à ceux qui sont intéressés, à ceux qui veulent apprendre, à ceux qui veulent se développer et à ceux qui veulent pérenniser leur activité dans le temps. Kev, c'était un grand plaisir de te recevoir à nouveau sur le podcast. Ça faisait trop longtemps. On avait dit, je crois que c'était en janvier, on avait dit qu'on allait en faire un tous les 2 mois. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais écoute, il faudra qu'on se refasse ça d'ici pas trop longtemps. C'est toujours un plaisir de catch up avec un ami. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau, comme à part le mentorat, bien sûr, qui commence tout bientôt? Est-ce que tu as d'autres choses qui vont se dessiner dans les semaines à venir, des projets ou des choses qui vont peut-être sortir sur les réseaux auxquels les gens doivent prêter attention de ton côté? Alors, il y a plein de trucs qui se développent en ce moment. Je travaille sur plein de projets en même temps, mais ma priorité, c'est le mentorat pour l'instant. Mais j'ai plein de trucs qui arrivent. C'est on the pipeline. C'est dans Donc, les on tuyaux. verra. Je vais dans les tuyaux. On n'en parle pas trop. Autrement, j'ai un enfant qui arrive, si tout se passe bien. Donc, Yes, Kev. Voilà, donc on Félicitations. verra. Ça va être merci. Un autre gros projet aussi. Donc, le plus gros projet sûrement pour moi. Donc, Voilà. on verra ce que ça va donner, mais plein de nouvelles qui arrivent. Donc, je vous invite à rester connectés. Là, je vais bombarder. Je m'arrête pas là. Super. Bah écoute, Kev, toujours un grand plaisir. Et puis, Merci à à tout toi, bientôt. mon gars. Allez, À ciao, tout Kev. bientôt, mon gars. Ciao. Peace.